Enceinte à l'âge de 14 ans, une jeune fille est renvoyée de la maison par son père. Amina est une jeune fille qui vivait avec ses parents au village Lap. À l'âge de 14 ans, alors qu'elle fait la classe de 3e, son père Moussa l'a déjà proposée en mariage à un commerçant âgé de 60 ans, vivant dans la ville de Sap. Son père reçoit progressivement sa dot, en attendant l'âge de 15 ans pour l'envoyer en mariage chez le riche commerçant, comme 4e épouse. Un jour son père lui dit, « Tu as déjà un fiancé en ville. » « Comment ça ?» demande Amina très surprise. « Comment je peux être fiancée à un homme que je n'ai même pas encore vu ? » « Tu vas le voir, » dit son père. « C'est un homme riche. » « Là n'est pas le problème, » reprend Amina. « Es-tu sûre qu'il va me convenir ? D'ailleurs je ne suis pas encore prête pour le mariage, je vais avoir au moins le baccalauréat avant de me marier. » Non, dit son père. L'école est pour les garçons. Une jeune fille est faite pour le mariage et pour faire les enfants. De toutes les façons, ce n'était qu'une information, je te présenterai ton fiancé dans les jours à venir. Amina dit, donc comme ça mon avis ne compte même pas. Non, dit son père, je suis ton père, et c'est moi qui dois choisir un mari pour toi, un point c'est tout. 2 jours plus tard, son fiancé arrive. C'est un homme de 60 ans. Amina se dit intérieurement, mon père est-il sérieux ? Me marier à un homme de cet âge ? Ça, non. Elle rencontre sa mère, à ce sujet. Celle-ci lui dit que c'est comme cela la tradition, et que l'on ne peut rien, qu'elle doit seulement obéir à son père. Elle lui rappelle qu'à son temps, son père lui avait imposé Moussa comme mari. Amina dit, « Maman, tu dis bien en ton temps. Ce temps-là est révolu. Je vais me marier à un homme que je choisirai moi-même, et que j'aime. J'ai toujours obéi à mon père, mais cette fois-ci ça ne peut pas marcher. Mon point de vue doit compter, et bien compter même. Ne défie pas ton père ? Dit sa mère. Je le ferai si c'est nécessaire, répond Amina. Son père lui apporte un lot de vêtements envoyés par son fiancé. Elle prend tout cela, les classe dans un mal, juste pour distraire son père. Elle n'utilise aucun de ses habits. Après avoir bien réfléchi, elle trouve que la seule façon d'échapper à ce mariage est de tomber enceinte. Elle commence à fréquenter un certain Abdou, élève en classe de terminale dans son établissement. Elle ne lui dévoile pas son plan, mais elle fait tout jusqu'à tomber enceinte de lui. Abdou ne prend pas bien la nouvelle, mais il décide d'assumer ses responsabilités. Le plan d'Amina commence à fonctionner. La prochaine étape consiste à rendre publique sa grossesse. Elle l'annonce d'abord à sa mère. Cette dernière, prise de panique, ne sait pas comment le dire à son mari. Elle prend son courage à 2 mains, et elle lui annonce finalement la nouvelle. Le père est furieux. Il s'enflamme, et promet la mort à Amina. Il faut rembourser la dot. Tout ce qu'il devait tirer du riche commerçant vient de s'envoler en fumée. Il se saisit d'un morceau de bois pour assommer Amina. Heureusement, sa vivacité l'a sauvée. Elle parvient à s'échapper. Mais elle est terrifiée par le fait que son père a failli lui ôter la vie pour une question de dot. Quelle cruauté! Cet homme est-il vraiment mon père biologique, demande-t-elle intérieurement. Loin de ma vue, et ne mets plus tes pieds dans cette maison, tu m'as trahi, je te bannis, dit son père. Amina comprend que pour son père, elle n'est pas différente d'une chèvre que l'on peut vendre à qui on veut. Elle se rend chez son amie et lui présente la situation. Heureusement, elle a affaire à un garçon responsable, Abdou, le père de son futur enfant. Abdou est à Lap parce qu'il doit veiller sur sa grand-mère. Sa mère, veuve, vit en ville. C'est une femme qui travaille dur pour encadrer les 2 enfants à elle laissés par son défunt mari. Il emmène Amina chez sa mère à Sap, lui explique la situation. Sa mère est mise devant le fait accompli. Elle voit en Amina une jeune fille encore très vulnérable. Elle l'admet sans faire de reproches à son fils. Elle tente d'aller rencontrer les parents d'Amina au village. Malheureusement son père la renvoie avec brutalité. Elle se pose la même question qu'Amina.
Cet homme est-il vraiment le père biologique d'Amina? Pour son père, Amina est comme une marchandise à vendre, et rien de plus. Moussa dit à sa femme, le jour où tu mettras tes pieds là où est Amina, tu vas seulement y rester. Ne tente plus de venir chez moi. Le connaissant, sa femme ne peut pas tenter de le faire. La mère d'Abdou décide d'inscrire Amina à l'école. Il faut l'acte de naissance. Elle contacte la mère d'Amina qui le soustrait discrètement des documents de son mari pour lui remettre. C'est en ce moment qu'Amina constate que les noms des parents dans son acte ne sont pas ceux de ses parents actuels. Elle commence à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, elle ne bénéficie pas de la même affection d'eux que ses autres frères et sœurs de la maison. Qui sont donc ses parents? Sa nourrice, la mère d'Abdou, ouvre les enquêtes. Le père biologique d'Amina était le demi-frère de son père actuel et était seul à sa mère. Il était le plus nanti de leur famille. Il était également l'héritier de leur père. Son père actuel et son frère cadet avaient éliminé son père biologique en simulant un accident de route sur la route du village qui avait coûté la vie à son père et sa mère biologique. Amina n'avait que 3 ans. Ainsi il s'était partagé ses biens. Le magasin de vente des appareils électroniques et sa maison de sap étaient allés au frère cadet. Lui, il avait pris un immeuble en location à Sap, pour lequel il perçoit le loyer depuis 11 ans, et la voiture. La garde d'Amina lui était confiée. Amina n'a jamais bénéficié de l'héritage de ses parents biologiques. Au contraire, elle est traitée comme une partie de cet héritage, puisqu'on voulait presque la vendre par ce mariage. La mère d'Abdou demande à Amina, est-ce que tu connais un membre de ta famille ici à Sap? Oui, répond Amina. Tonton Issa, mon oncle, qui vient souvent me voir au village. À la rentrée scolaire, il m'achète les outils scolaires. Amina lui donne son contact. Elle l'obtient au téléphone et fixe un rendez-vous avec lui. Dans l'après-midi, elle arrive dans le bureau d'Issa. Le salue et se présente. Issa fait de même et lui dit qu'il est le frère cadet de la défunte mère d'Amina. Amina sait de lui qu'il est son oncle et rien de plus. Elle lui raconte les résultats de ses enquêtes. C'est en ce moment-là qu'Issa comprend que l'accident qui avait coûté la vie à sa sœur était orchestré par Moussa et son frère cadet. Il était stupéfait. Comment les gens peuvent être si méchants et si matérialistes? Il avait demandé la garde d'Amina à la mort de sa mère, mais les 2 assassins l'avaient convaincu à leur laisser l'enfant comme souvenir de leur frère, pourtant ils voulaient l'exploiter. Les choses ne peuvent pas s'arrêter là, dit Issa à la mère d'Abdou. Je leur montrerai que la justice existe dans ce pays. Il demande la garde de sa nièce, ce qui lui est accordé. Il engage un célèbre avocat de la ville de Sap. La procédure judiciaire est enclenchée. Moussa et son frère sont convoqués à la barre. Le procès est renvoyé plusieurs fois pour les besoins d'enquête. Entre-temps, Amina accouche d'un petit garçon. La mère d'Abdou engage une berceuse pour s'occuper de lui pendant qu'Amina continue ses études. En fin d'année, elle décroche son brevet d'études pendant que Abdou, le père de son enfant, décroche son baccalauréat. Abdou doit retourner à Sap pour faire les études supérieures. Amina, quant à elle, continue en classe de seconde sous l'encadrement de son oncle Issa. Après plusieurs mois, le verdict du procès tombe. Moussa et son frère doivent céder les maisons et le magasin de vente des pièces électroniques à Amina, la seule héritière de son père. Moussa doit lui verser 10 millions de loyers perçus sur l'immeuble de son père pendant 11 ans, et pour la voiture récupérée. Ce montant n'est qu'une petite partie de ce qu'il a gagné. La justice a tenu compte du fait qu'il s'occupait de l'enfant pendant les 11 années. Son frère doit verser 15 millions de francs à Amina. La justice n'a pas pu établir leur responsabilité dans l'accident qui avait coûté la vie aux parents d'Amina. Amina est devenue une fille très riche. Comme elle est encore mineure, l'administration de ses biens est confiée à Issa, qui reste sa seule famille. 3 ans plus tard, Amina obtient son baccalauréat, son oncle l'inscrit à l'université pour faire les études en gestion d'entreprise. En 3 ans, elle obtient son diplôme.
Les biens de son père lui sont cédés pour en assurer la gestion, toujours sous les conseils de son oncle Issa. Entre-temps, Abdou a fini ses études universitaires et a trouvé un bon travail. Pendant ce temps, leur fils croît en sagesse et en stature. Ils décident de se marier. Après les formalités d'usage, Amina et Abdou sont devenus mari et femme.